Avant de nous plonger dans cette histoire, prenez le temps de abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune information qui continue de faire parler d'elle, même après sa publication. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'où regardez-vous en ce moment? Parfois, savoir d'où quelqu'un observe change complètement la façon dont une histoire est perçue. Le château se dressait au sommet de la colline, telle une plaie ancestrale que le paysage refusait de cicatriser. Ses tours de calcaire, usées par le temps, contemplaient silencieusement la vallée, tandis que d'épais rideaux dissimulaient des fenêtres que personne n'osait ouvrir. Le jour, l'endroit semblait simplement oublié. La nuit, en revanche, il se métamorphosait, un amas d'ombre où le vent ne pouvait passer sans murmurer. Émile Laurent arriva au village au crépuscule, n'emportant guère plus qu'une valise rigide et un carnet. Historien de formation, restaurateur par nécessité, il avait accepté le travail sans hésiter. Le contrat était simple: cataloguer les vieux documents du château et évaluer l'état de la structure de l'aile est. La rémunération était bien trop généreuse pour un projet aussi spécifique. La signature au bas du document était illisible. Pourtant, Émile accepta. Non par cupidité, mais par urgence. Il essuyait des refus depuis des mois, et le loyer n'attendrait pas. À l'autre bout de la colline, le château sembla s'éveiller à l'arrivée de l'étranger. Les rideaux frémirent légèrement à l'une des fenêtres des étages supérieurs, malgré l'absence de vent. À l'intérieur, le silence était pesant, comme si l'air avait appris à conserver les sons. Le village en contrebas accueillit Émile avec une curiosité contenue. On détournait les yeux lorsqu'il s'enquérait du château. Les conversations s'interrompaient dès qu'on prononçait son nom. Dans la petite boulangerie, le boulanger emballait le pain sans dire un mot. Au café de la place, le patron nettoyait le comptoir avec une insistance exagérée, évitant tout contact visuel. Il y avait là une règle tacite. Certaines choses étaient inexplicables. L'adversaire d'Émile n'avait ni visage défini, ni nom prononçable. Il se manifestait par des gestes minimalistes, la vieille clé que le maire lui tendait sans enthousiasme, trop lourde pour lui, l'avertissement laconique de ne pas ouvrir les fenêtres après le coucher du soleil, l'exigence de garder les rideaux fermés pour préserver les tissus. Le château imposait ses conditions avant même que quiconque ne franchisse ses portes. Le chemin de pierre, menant à l'entrée principale, était recouvert d'une mousse sombre. La grille de fer grinça lorsqu'on la poussa, dévoilant une cour intérieure où le temps semblait s'être arrêté. Des statues sans bras observaient le visiteur, leurs visages rongés par la corrosion, arborant des expressions ambiguës. Émile s'avança, sentant le poids du lieu peser sur ses épaules, comme un manteau humide. En franchissant la porte principale, une odeur de vieille poussière et de bois pourri vous assaillit les sens. L'intérieur était plus sombre qu'on ne l'aurait cru, même avec la lumière de fin d'après-midi qui filtrait à travers les interstices. Des tapisseries recouvraient les murs, représentant des scènes de chasse et des banquets. Animaux abattus, sourires figés, mains levées en toasts éternels. D'épais rideaux opaques fermaient chaque fenêtre avec un zèle quasi religieux. Émile se mit aussitôt au travail. Il installa une table de fortune dans l'ancienne salle de lecture et ouvrit son carnet. Il catalogua les meubles, examina les fissures, photographia les symboles gravés dans les poutres. Tout semblait suivre la logique de l'abandon, jusqu'à ce que de petites anomalies apparaissent, un lustre légèrement déplacé. Des empreintes de pas récentes dans la poussière du couloir à l'étage, le bruit d'un tissu frottant contre la pierre, toujours derrière les rideaux. Il évitait les interprétations simplistes. Il préférait consigner les faits. Malgré cela, il ne pouvait ignorer l'impression persistante d'être observé, non pas par des yeux visibles, mais par quelque chose qui percevait ses mouvements et adaptait l'espace en conséquence. Le premier signe évident apparut lorsqu'Émile tenta d'ouvrir un des rideaux du couloir nord. Le tissu résistait, lourd comme s'il était ancré au mur. En tirant plus fort, il sentit un claquement sec et recula.
Le tissu ne bougea que de quelques centimètres, révélant un morceau de verre noirci, et derrière, rien. Ni l'extérieur, ni le paysage. Juste une surface noire et opaque, comme si la fenêtre ne regardait nulle part. Il ferma aussitôt le rideau. Il consigna par écrit ce qui s'était passé sans utiliser d'adjectif, mais sa main tremblait légèrement tandis qu'il écrivait. À la tombée de la nuit, le château changea de rythme. Des craquements résonnèrent dans les couloirs, comme des pas calculés. Les portes grinçaient d'elles-mêmes, s'entr'ouvrant juste assez pour suggérer un passage. L'horloge du hall principal, arrêtée depuis des décennies, sonna un seul coup, sans marquer le temps. Émile ne dormait pas. Assis à table, sous la faible lueur d'une lanterne, il comprit que le château ne réagissait pas par hasard. Chacun de ses mouvements avait une réponse. Toute tentative d'éclairer, d'ouvrir ou de révéler quoi que ce soit était doucement contenue. Les rideaux, toujours les rideaux, étaient la frontière imposée entre ce qui pouvait être vu et ce qui restait caché. Dehors, le village éteignit ses lumières trop tôt. Personne ne gravit la colline. Personne ne l'appela. L'horreur ne se manifestait pas ouvertement. Elle ne hurlait pas. Elle ne fuyait pas. Elle s'organisait d'elle-même, silencieuse, patiente, habituée à l'obéissance. Le château ne voulait pas être exploré. Il voulait rester tel quel. Et Émile, en acceptant ce poste, avait franchi une limite que personne d'autre n'osait franchir. Le lendemain matin, le château semblait figé dans un silence délibéré, comme s'il avait décidé d'observer en silence chacun des pas d'Émile. La lumière grise de l'aube filtrait à peine à travers les vitraux, projetant des taches opaques sur le sol de pierre. L'air était plus froid que la nuit précédente, et une légère odeur métallique, presque imperceptible, flottait dans l'air, une odeur qui n'avait pas été présente auparavant. Émile entreprit l'exploration systématique de l'aile est, comme stipulé dans le contrat. Le couloir principal était étroit, ses murs revêtus de lambris de bois sombre, gonflés par l'humidité accumulée au fil des ans. De petites marques éraflaient la surface des lambris, comme si quelque chose avait été traîné à plusieurs reprises au même endroit. Il photographia tout, mesura les distances, nota les motifs. Il n'y avait aucune trace de vandalisme récent, mais l'usure ne semblait pas aléatoire. Le village, vu de la fenêtre principale, la seule partiellement dégagée, semblait délibérément distant. Des maisons basses, des toits d'ardoise, des ruelles étroites qui serpentaient sur elles-mêmes. Pas d'enfants, pas d'animaux visibles. Seule une fumée sporadique s'échappait des cheminées, toujours à heure fixe. C'était un lieu fonctionnel, mais sans vie apparente. Au fil des heures, Émile commença à comprendre que le château n'était pas qu'un vieux bâtiment. C'était un espace régi par des règles tacites. Certaines portes étaient verrouillées en permanence, sans serrure apparente. D'autres s'ouvraient avec une facilité déconcertante, comme si elles attendaient le passage. À certains endroits, le bruit des pas changeait brusquement, devenant anormalement étouffé, comme si le sol absorbait les sons. Les premiers documents apparurent dans l'ancienne bibliothèque, une pièce circulaire, dissimulée derrière une fausse bibliothèque. Là, la poussière s'était accumulée en épaisses couches, sauf sur une table centrale, trop propre pour un lieu abandonné. Les papiers étaient rangés en piles par date, écrits en ancien français, avec des annotations ultérieures de différentes mains, des comptes rendus de dîners, de rénovations, de fêtes religieuses, et, parmi eux, des mentions récurrentes de interdictions visuelles. Il ne s'agissait pas de descriptions directes, mais de brèves injonctions, répétées au fil des siècles: garder les rideaux fermés, éviter les miroirs découverts la nuit, ne jamais permettre d'observation directe après certains rituels. Aucune explication, aucune justification explicite. L'antagonisme commençait à se manifester plus concrètement, non pas comme une entité définie, mais comme un système de contrôle perpétué de génération en génération. Quelqu'un ou quelque chose avait établi des règles, et le château avait survécu grâce à l'obéissance de tous. Le village, quant à lui, fonctionnait comme un prolongement silencieux de cet accord. Ses habitants ne protégeaient pas le château par respect pour l'histoire, mais par nécessité. Dans l'après-midi, Émile descendit au village à la recherche d'autres documents.
La mairie était petite, ses murs couverts de portraits d'anciens administrateurs locaux. Aucun ne souriait. Le fonctionnaire chargé des archives historiques tarda à le recevoir et ne lui remit que des documents génériques, évitant toute mention directe du château. Interrogé sur des rénovations ou des incidents, il répondit par des phrases vagues, le regard fuyant vers la fenêtre. Alors qu'il s'en allait, une femme âgée s'approcha d'Émile. Son visage était sillonné de profondes rides et ses yeux, d'une pâleur extrême, semblaient refléter un ailleurs lointain. Elle ne lui demanda pas son nom. D'un ton neutre, elle déclara simplement que les rideaux n'étaient pas là pour dissimuler l'intérieur, mais pour empêcher toute vue de l'extérieur. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloigna lentement, se fondant dans l'ombre de la rue étroite. De retour au château, Émile constata un changement évident. L'un des couloirs qu'il avait cartographié le matin même était désormais partiellement obstrué par un vieux paravent, déplacé là sans explication. Aucune trace de frottement n'était visible au sol. L'objet était tout simplement mal placé. Le château était en train de redéfinir ses propres limites. La nuit, des sons rythmiques résonnaient depuis la chapelle intérieure, un espace qu'il n'avait pas encore exploré. Ce n'était ni des pas ni des voix, mais plutôt le bruit d'un lourd tissu frappant la pierre, répété à intervalles réguliers. Dès qu'il s'approcha, le son cessa aussitôt. La porte de la chapelle était entr'ouverte, laissant entrevoir des bancs garnis et un autel recouvert d'un drap sombre, trop serré. Émile ne toucha pas le tissu. Il observa le détail, sentant, pour la première fois, qu'il n'explorait pas simplement un site historique. Il était mis à l'épreuve. Chacune de ses décisions, avancer, reculer, observer, semblait alimenter un mécanisme ancien qui réagissait sans hâte, mais avec une précision absolue. Le monde qui les entourait n'était pas passif. Le château, le village et ses habitants formaient une structure unique, bâtie pour maintenir un silence particulier. Un silence qui ne dissimulait pas l'horreur par hasard, mais de façon délibérée. Le troisième jour commença par un changement subtil, mais indéniable. Le château ne se contentait plus de réagir. Désormais, il semblait anticiper. Avant même qu'Émile n'atteigne le couloir de l'aile est, la porte de l'escalier en colimaçon était déjà ouverte, grinçant légèrement comme une invitation calculée. Il s'arrêta un instant, analysant la situation. La veille, cette porte était verrouillée, sans serrure apparente. Il n'y avait là aucune logique mécanique, seulement une intention. Il descendit les marches avec précaution. L'escalier se rétrécissait à mesure qu'il descendait, et l'air devenait plus humide, lourd, presque visqueux. Les murs portèrent des marques verticales, alignées par paires, comme si quelque chose avait été pressé à plusieurs reprises contre la pierre. Ce n'étaient pas des rayures aléatoires. Il y avait un rythme, un espacement régulier, une intention. Au niveau inférieur, Émile découvrit un couloir qui ne figurait sur aucun plan historique qu'il avait consulté. Le plafond était trop bas pour l'architecture de l'époque, et le sol en pente inconfortable imposait un léger déséquilibre constant. L'impression était claire. Cet espace n'était pas conçu pour le passage fréquent, mais pour la conduite. Des portes se succédaient le long du couloir, toutes dissimulées derrière des rideaux d'un tissu épais et sombre, contrairement aux tapisseries de l'étage. Certains rideaux étaient retenus par des crochets de fer scellés dans la pierre. D'autres étaient simplement appuyés contre le mur, comme si quelqu'un était parti précipitamment, ou avait été interrompu. Alors qu'il s'approchait de la première porte, Émile perçut un son faible et continu, comme une respiration trop lente pour être humaine. Il n'essaya pas de l'ouvrir. Il passa à la suivante, observant chaque détail, avec l'impression que le château enregistrait ses choix avec la même attention. Le conflit s'intensifia lorsqu'il réalisa que le chemin du retour avait changé. En regardant par-dessus son épaule, l'escalier qu'il avait descendu lui parut plus long, plus étroit, avec des marches qu'il ne reconnaissait pas. Ce n'était pas une simple illusion d'optique. La pente avait changé. Le château ne l'emprisonnait pas directement. Il rendait simplement la sortie progressivement moins évidente.
Au bout du couloir, il découvrit une vaste pièce soutenue par d'épaisses colonnes. Au centre, un cercle était tracé au sol d'un pigment sombre, presque délavé. Autour, de lourdes chaises en bois formaient une disposition quasi rituelle. Aucune n'était couverte de poussière. Quelqu'un ou quelque chose fréquentait encore cet espace. Sur une des chaises reposait un objet qui détonnait, un carnet récent à la simple couverture en cuir, aux pages d'une écriture moderne. Il n'appartenait pas à Émile. Les notes décrivaient des tentatives d'observation directes infructueuses, des récits de personnes qui avaient regardé au-delà des limites permises et subi des conséquences difficiles à définir. Pas une mort immédiate, quelque chose de pire. Une perte progressive de la perception, une confusion persistante, une incapacité à distinguer l'intérieur de l'extérieur. Au fil de ces pages, des personnages secondaires commencèrent à se dessiner. Restaurateurs, prêtres, administrateurs locaux. Tous évoquaient la même règle fondamentale, ne rien ouvrir, ne rien regarder, ne rien enlever. Et tous, à un moment ou un autre, échouèrent. L'antagoniste n'était plus seulement le château en tant que structure. Il devenait un pacte ancestral, renforcé par la peur et la répétition. L'horreur ne résidait plus dans une créature spécifique, mais dans ce qui devenait nécessaire au maintien de l'équilibre. Des sacrifices discrets, des silences complices, des disparitions expliquées comme des accidents. De retour aux étages supérieurs, Émile se heurta à une résistance sans précédent. Des portes autrefois faciles à ouvrir exigeaient désormais de la force. Les fenêtres grinçaient sans céder. Le château testait ses limites, répondant à l'exploration par des obstacles toujours plus directs. Cette nuit-là, le conflit prit une autre tournure. Tandis que je relisais mes notes dans le hall principal, tous les rideaux du château s'agitèrent simultanément, comme tirés par une seule main invisible. Le bruit du tissu glissant résonna dans les couloirs, rythmé, coordonné. Puis, un silence absolu. Une seule fenêtre restait partiellement découverte. Émile se leva lentement. Il s'approcha, sentant une lourdeur grandissante sur sa poitrine, non pas une peur immédiate, mais un avertissement. Il sut, avec une clarté troublante, qu'il s'agissait d'une limite délibérément imposée. Le château ne l'arrêterait pas. Il voulait observer son choix. De l'autre côté de la vitre, point de paysage, point d'obscurité ordinaire. Un mouvement se dessinait, lent, organisé, comme si quelque chose se réorganisait pour se révéler au regard. Non pas une forme définie, mais une logique visuelle que le cerveau refusait d'achever. Émile détourna le regard avant que l'image ne se précise. Son cœur s'emballa, ses mains tremblaient. À cet instant, il entendit un craquement sec et profond provenant des fondations du château. Quelque chose avait été enregistré, non pas comme un défaut, mais comme une concession temporaire. Le conflit était désormais irréversible. Il n'était plus un simple observateur. Il était devenu partie intégrante du mécanisme qu'il tentait de comprendre. Après la nuit de la fenêtre partiellement voilée, le château entra dans un état de vigilance active. Plus aucun changement brutal ne se produisit dans l'architecture. En revanche, de petites perturbations, trop subtiles pour être ignorées, apparurent. Les objets se déplaçaient d'une note à l'autre. Les portes restaient ouvertes anormalement longtemps, comme si elles attendaient un retour. Le château n'exerçait aucune pression. Il observait. Émile se mit à dormir par courtes périodes irrégulières. Chaque fois qu'il fermait les yeux plus de quelques minutes, il se réveillait avec la sensation d'être déplacé. Non pas physiquement, mais spatialement. En ouvrant les yeux, il lui fallait un certain temps pour reconnaître la pièce où il s'était installé. Les murs semblaient un peu plus proches, le plafond un peu plus bas. Le château modifiait sa perception, non sa structure. Une intrigue secondaire commença à se dessiner à partir de documents trouvés dans la chambre d'un ancien administrateur. Contrairement aux archives officielles, ces papiers contenaient des notes personnelles fragmentaires, écrites par quelqu'un qui y avait vécu longtemps. Cet homme décrivait la vie au château comme une négociation constante. Il évoquait des jours où tout restait stable, et des nuits où il devait laisser de l'espace, fermant des ailes entières sans hésiter.
Plus inquiétant encore était l'évocation récurrente de visiteurs temporaires, des personnes embauchées pour des missions précises, comme Émile. Tous avec des délais très courts, tous persuadés d'être là par hasard. L'administrateur ne décrivait pas directement leur destination, mais notait des dates suivies d'observations vagues. N'a pas remarqué à temps, a regardé alors qu'il n'aurait pas dû, et resté trop longtemps. Entre-temps, une autre complexité se dessinait au sein du village. Lors de visites brèves et de plus en plus tendues, Émile commença à remarquer des comportements récurrents chez les habitants. Ils n'évitaient pas le château par peur irrationnelle, mais par calcul. Chaque famille semblait remplir une fonction historique, garder les sentiers, tenir des registres incomplets, dissuader les curieux. Il ne s'agissait pas d'un complot organisé, mais d'un héritage social transmis sans explication. Un jeune employé de la mairie, plus insouciant que les autres, laissa échapper une phrase trop brève pour être un accident. « Le château fait toujours payer ce qui reste trop longtemps. » Se rendant compte de ces paroles, il mit fin à la conversation sur le champ. L'intrigue secondaire du village ne portait pas sur l'ignorance, mais sur la passivité. À l'intérieur du château, la chapelle était devenue un lieu de tension constante. Chaque fois qu'Émile passait devant, il constatait que la nappe d'autel était dans une position différente, tantôt trop tendue, tantôt trop lâche, presque sur le point de tomber. Un jour, il remarqua des marques récentes sur le sol, formant un demi-cercle devant l'autel, comme si quelqu'un s'y était assis à plusieurs reprises. Il n'a assisté à aucun rituel, mais il a trouvé suffisamment d'indices pour comprendre la fonction du lieu. La chapelle n'était pas un espace de dévotion, mais un lieu de réaffirmation des limites, un endroit où les décisions se prenaient à huis clos, toujours liées à ce qui pouvait ou ne pouvait pas être vu. Une autre intrigue secondaire, plus personnelle, se dessina. En revoyant des photographies prises au début, Émile remarqua de subtiles incohérences. Sur certaines, les rideaux semblaient légèrement ouverts, alors qu'il était certain de les avoir gardés fermés. Sur d'autres, des reflets apparaissaient là où il ne devrait y en avoir aucun. Le témoignage visuel était peu fiable et ne l'avait peut-être jamais été. Le poids du temps commença à se faire sentir indirectement. L'horloge du hall principal, arrêtée depuis des décennies, se remit en marche. Elle n'indiquait pas les heures complètes, mais avançait de quelques minutes chaque jour, toujours à la même heure. Personne n'y avait touché. Le château avait instauré son propre système de numération. Toutes ces intrigues secondaires convergeaient vers un point clair. Rester là était non seulement dangereux, mais aussi transformateur. Le château n'expulsait pas immédiatement les intrus. Il les intégrait, peu à peu, brouillant la frontière entre observateurs et gardiens. Émile comprit que le plus grand risque n'était pas de trop en découvrir, mais de s'adapter, accepter de petites concessions, normaliser le silence, devenir un simple rouage de ce vieux système. Et le château, patiemment, attendait le moment où il cesserait de poser des questions. Le tournant ne survint ni par un bruit, ni par une révélation soudaine. Il survint par une absence. Au matin du 6e jour, Émile réalisa que le château était trop silencieux. Aucun craquement de poutres, aucun mouvement imperceptible de meubles, aucune réaction à ses pas. C'était comme si le bâtiment avait suspendu sa vigilance. Une retraite stratégique qui le rendait plus inquiet que toutes les manifestations précédentes. Il a décidé d'agir alors que l'équilibre semblait instable. Pour la première fois depuis son arrivée, Émile fit l'impasse sur l'aile est et se dirigea droit vers le cœur du château, le grand hall central, un espace rarement mentionné dans les documents et toujours décrit de manière évasive. Les portes étaient déverrouillées, non pas ouvertes, mais simplement déverrouillées, comme si l'on avait pris soin de lever le dernier obstacle. Au centre du hall, un miroir monumental était recouvert d'un épais tissu, différent de tous les autres tissus du château. Il était immaculé. Le tissu semblait récent, presque neuf, et contrastait fortement avec le reste du décor. Émile reconnut immédiatement l'objet. Aucun document ne le mentionnait explicitement, mais tous les indices visuels y menaient. Il n'a pas hésité par curiosité, il a hésité par compréhension. Lorsqu'il souleva partiellement le tissu, il ne vit pas son reflet.
Le verre ne reflétait aucune image. Il montrait la pièce telle qu'elle n'était pas. Les murs sans tapisserie, les fenêtres grandes ouvertes sur un extérieur inexistant, et des gens, nombreux, postés là où il n'y avait plus que le vide. Ils étaient immobiles, tous face au miroir, comme s'ils attendaient quelque chose. Émile lâcha instinctivement le tissu, mais le choc était déjà arrivé. Le château réagit instantanément. Les rideaux s'ouvrirent successivement, ne dévoilant pas l'extérieur, mais reflétant l'intérieur multiplié et déformé, observé sous des angles impossibles. L'horloge du hall avança brusquement de près d'une heure. Le compte à rebours avait atteint un point critique. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens commencèrent à ressurgir. Non pas comme des visions confuses, mais comme des expériences complètes. La sensation d'avoir reçu l'ordre de fermer une fenêtre sans savoir pourquoi. Le poids d'accepter une disparition comme une fatalité. Le faux soulagement de ne pas être le prochain. Il comprit, avec une clarté troublante, que le château n'était pas un lieu de confinement physique, mais un lieu de redistribution de la perception. L'horreur avait été étouffée, car elle n'avait jamais été directement visible. Elle ne se manifestait que lorsqu'on tentait de regarder au-delà des limites permises. Le miroir ne reflétait ni créature ni monstre. Il reflétait des choix accumulés, des personnes qui avaient endossé, consciemment ou non, le rôle de veilleurs, des gardiens malgré eux. Dans la chapelle, la nappe d'autel est tombée toute seule. Émile courut jusqu'à cet endroit, sentant que chaque pas l'éloignait un peu plus de la possibilité d'un retour. Sous le tissu, il découvrit quelque chose que les archives n'avaient jamais osé décrire. Non pas un objet rituel, mais une liste. Des noms, des dates, des fonctions. Entre eux, une dernière colonne, toujours incomplète, attendant d'être remplie. Dans le dernier espace vide, une note récente commençait à se former, comme si elle était écrite sans encre, observateur actif. Le tournant ne fut pas la découverte du secret, mais la prise de conscience que le château n'avait plus besoin de le dissimuler. Il lui fallait simplement quelqu'un pour prendre la relève. Et tout indiquait qu'Émile n'avait pas été choisi par erreur, mais parce qu'il correspondait parfaitement au profil recherché. L'aube suivante n'apporta aucun répit. La lumière qui filtrait à travers les rideaux ne semblait plus extérieure. C'était une clarté sans origine définie, homogène, comme si le château lui-même avait appris à simuler la lumière du jour. Émile se réveilla sans sursaut, ce qui le perturba encore davantage. Il ne se souvenait pas d'avoir dormi. Les effets du miroir se manifestèrent immédiatement, mais sans éclat. Ils furent subtils, corrosifs. En parcourant les couloirs, Émile percevait les changements avant même de les voir. Il savait quelle porte serait ouverte, quel rideau bougerait, quel espace éviter. Le château ne communiquait pas par des sons ou des mouvements visibles. Il transmettait des pressentiments. Il tenta de partir. Il descendit la colline vers le village, empruntant le même chemin que les jours précédents. Les maisons étaient ouvertes, les fenêtres grandes ouvertes, chose qui ne s'était jamais produite auparavant. Les villageois l'observaient sans hostilité, mais avec une attention soutenue, presque respectueuse. Personne ne chercha à l'arrêter, personne ne lui offrit son aide. Sur la place centrale, le maire s'approcha sans cérémonie. Il ne posa aucune question sur les travaux ni sur le contrat. Il se contenta de faire remarquer d'un ton neutre que le château s'adapte généralement bien à ceux qui en comprennent les besoins. Ce n'était ni une menace, ni un compliment. C'était une simple observation. Émile comprit alors que sa présence avait modifié l'équilibre du village. On n'avait plus besoin d'éviter le château avec la même prudence. Quelque chose avait changé. Le fardeau de la vigilance s'était déplacé. De retour sur la colline, le château l'accueillit sans résistance. Portes ouvertes, couloirs bordés, rideaux toujours tirés. L'édifice semblait plus organisé que jamais, tel un organisme ayant trouvé un nouvel équilibre. C'était là la conséquence la plus troublante. Le système fonctionnait mieux en sa présence. Les réactions intérieures étaient plus difficiles à ignorer. Devant un miroir ordinaire, et non celui du hall principal,
Émile vit son reflet hésiter une fraction de seconde avant de l'imiter. Ce n'était pas un délai physique, mais une légère divergence d'intention, comme si l'image attendait une confirmation. Dans la chapelle, la liste sous l'autel affichait désormais l'espace presque complet. Les lettres invisibles ne devenaient lisibles que lorsqu'il détournait le regard, comme si la lecture directe était encore interdite. Il comprenait que le processus ne nécessitait pas de consentement explicite, il exigeait la permanence. Les tentatives de tout consigner en détail commencèrent à échouer. Les photos étaient floues, les notes perdaient leur sens à la relecture. Des phrases entières semblaient ne pas avoir été écrites par lui. Le château n'effaçait pas les informations, il les réorganisait jusqu'à ce qu'elles deviennent inutiles. La réaction d'Émile ne fut pas la panique, mais une distanciation progressive. La peur intense exigeait un point de repère extérieur, un adversaire contre lequel réagir. Dès lors, tout devint intérieur. Le conflit n'opposait plus le château au reste du monde, mais le choix entre rester conscient et reprendre ses esprits. Cette nuit-là, l'horloge avança de nouveau. Quelques minutes seulement, juste assez pour marquer la continuité. Du haut d'une des tours, Émile regarda le village éteindre ses lumières, une à une, selon un rythme qu'il reconnaissait sans savoir comment il l'avait appris. Les conséquences étaient claires. L'horreur restait étouffée, non pas parce qu'elle avait été vaincue, mais parce qu'elle avait été redistribuée. Le système demeurait intact, adapté, et Émile commençait à réagir non plus comme un intrus, mais comme quelqu'un qui comprenait de mieux en mieux où il ne fallait pas regarder. La transformation d'Émile ne s'est pas faite brutalement. Il n'y a pas eu de décision soudaine, ni de rupture. Cette évolution, si l'on peut dire, s'est opérée par une adaptation consciente. Il a compris que résister directement au château ne faisait que renforcer le mécanisme qui l'absorbait. Pour aller de l'avant, il lui faudrait agir autrement. La première étape consistait à reprendre le contrôle de ce que le château ne maîtrisait pas encore totalement, le rythme. Émile commença à organiser ses journées selon ses propres cycles, travaillant à des heures irrégulières et dormant chaque nuit dans un endroit différent. Il ne cherchait pas à déstabiliser le château, mais à éviter la prévisibilité qui le rendait trop utile. De petits choix, presque insignifiants, commencèrent à créer des frictions subtiles. Il se remit à consulter les vieux documents avec un regard différent. Il ne cherchait plus à percer le secret, mais à comprendre les failles du système. Il découvrit qu'à travers les siècles, tous les gardiens précédents avaient commis la même erreur, accepté leur rôle comme une fatalité. Ils étaient restés, avaient observé, étaient restés silencieux, jusqu'à perdre toute individualité. Le château prospérait dans la stagnation. Émile décida de ne pas stagner. Il commença à explorer des zones qu'il avait jusque-là évitées, mais sans confrontation directe. Il observait sans enregistrer, il écoutait sans réagir. Lorsqu'il ressentit l'impulsion presque automatique de fermer un rideau, il résista quelques secondes avant de céder. Pas assez pour enfreindre la règle, mais suffisamment pour se rappeler que le choix lui appartenait encore. Sa progression se manifestait dans ses actes. Il commença à anticiper les mouvements du château, non pour y obéir, mais pour les contourner. Lorsqu'une porte lui paraissait trop accueillante, il prenait le chemin inverse. Lorsque le silence devenait pesant, il restait immobile jusqu'à ce que l'atmosphère cède. C'était une danse lente et précise. Dans la tour nord, il découvrit un espace délaissé, un ancien observatoire partiellement détruit. Là, les fenêtres avaient été condamnées par de la pierre, non par des rideaux. Non par principe, mais par désespoir. C'était le seul endroit où le château semblait incapable de modifier sa perception. Émile choisit ce point comme repère, non comme refuge, mais comme ancre. Peu à peu, ses émotions se firent plus distinctes. La peur céda la place à l'attention, l'angoisse à la stratégie. Ce n'était pas une libération, mais une évolution contenue. Il ne cherchait ni à détruire le château, ni à en révéler l'horreur. Il cherchait à s'en détacher. L'horloge continuait d'avancer, mais de façon moins régulière. Parfois, elle s'arrêtait pendant des nuits entières. D'autres fois, elle n'avançait que d'une minute. Le système réagissait aux variations,
Pour la première fois, le château semblait s'y adapter, et non l'inverse. Dans la chapelle, la liste sous l'autel restait incomplète. Le titre observateur Actifel ne se développait plus avec la même fluidité. Quelque chose avait interrompu le processus. Non par la force, mais par une prise de conscience. Émile comprit alors que surmonter les difficultés ne signifiait pas s'échapper du château, mais ne pas s'y fondre. Tant qu'il conserverait des choix, même limités, le cycle ne se refermerait pas complètement. La croissance ne l'a pas rendue plus forte, elle l'a rendue moins prévisible. Et à cet endroit, c'était la forme de résistance la plus rare. Les préparatifs ne furent pas annoncés comme une urgence immédiate. Ils se déroulèrent progressivement, comme un alignement d'événements trop discrets pour paraître fortuits. Le château, qui avait auparavant réagi de manière presque pédagogique, commença à réduire son intervention. Moins de portes changèrent de place, moins de bruit nocturne, moins de changements de perception. C'était le genre de calme qui précède les décisions définitives. Émile comprit que le système se réorganisait en vue d'un arrêt. Non pas une attaque, mais une consolidation. Les intrigues secondaires commencèrent à se résoudre presque d'elles-mêmes. Au village, les habitants reprirent leurs vieilles habitudes, fenêtres fermées à la tombée de la nuit, cloches sonnant à heure fixe, documents classés sans consultation publique. La participation passive redevint automatique. Le poids retomba peu à peu sur la colline. À l'intérieur du château, des espaces autrefois instables devinrent accessibles par intermittence. La bibliothèque secrète resta ouverte des heures durant. La chapelle cessa de montrer des signes de modification de l'autel. Le couloir souterrain conserva sa pente. C'était comme si le château offrait à Émile la possibilité d'achever ce qu'il avait commencé à sa manière. Il commença à tout examiner de manière sélective. Il n'accumulait plus de documents. Il choisissait ce qu'il fallait retenir. Il brûla quelques vieux papiers dans la cheminée de l'aile ouest, regardant les flammes consumer nom, date et fonction. Non par ignorance, mais pour réduire les éléments que le système pourrait utiliser contre lui. La tension montait, non pas à cause de nouvelles horreurs, mais à cause de leur absence. L'horloge du hall principal se remit à fonctionner sans interruption, marquant des heures complètes pour la première fois depuis son arrivée. C'était le signe d'une synchronisation. Le château cherchait à boucler la boucle. Aux premières heures du 9e jour, Émile constata que tous les rideaux du château étaient ouverts, non pas grands ouverts, mais parfaitement alignés, créant des couloirs visuels, convergeant vers le grand hall central. Le miroir demeurait couvert, mais le rideau était lâche, prêt à tomber au moindre contact. Il a compris l'invitation finale. Ce n'était pas un piège classique, mais un choix délibéré. S'il acceptait pleinement ce rôle, le château resterait stable pendant des décennies. Le village serait protégé. L'horreur resterait étouffée. S'il refusait, le système devrait se réorganiser, ce qui impliquerait d'être mis au jour. Émile traversa lentement le château, effleurant les murs, empruntant les mêmes couloirs où il s'était senti observé auparavant. À présent, c'était lui qui analysait l'espace. Non pas avec domination, mais avec une conscience aiguë de chaque limite. Dans la tour nord, l'observatoire scellé semblait vibrer légèrement, comme en réaction à la convergence en cours. Pour la première fois, il sentit que ce point pouvait servir non seulement d'ancrage, mais aussi de rupture contrôlée. Le château ne tenta pas de l'arrêter. Les portes restèrent ouvertes. Le silence devint absolu. Tout était prêt. Le système n'attendait plus qu'un dernier geste pour décider s'il resterait replié sur lui-même, ou si, pour la première fois, il serait contraint de révéler ce qui avait toujours dépendu de l'ombre pour exister. L'instant n'a pas explosé. Il s'est comprimé. Quand Émile pénétra dans la grande salle, le château sembla retenir son souffle. Les rideaux, soigneusement disposés, dessinaient des couloirs de vision qui convergeaient vers le centre, tels des vaisseaux sanguins menant à un organe unique. L'horloge affichait une heure impossible, un intervalle entre deux instants incompatibles. Le tissu recouvrant le miroir tremblait, non sous l'effet du vent, mais sous la tension accumulée. Émile s'avança vers le centre sans accélérer le pas. La prudence n'était plus de mise. Le château n'était plus mis à l'épreuve. Il était exécuté. Autour d'eux,
la pièce se mit à se transformer de façon coordonnée. Les tapisseries s'écartèrent lentement, révélant des murs nus marqués de centaines de lignes verticales, comme autant de traces de permanence. Chaque marque correspondait à un cycle achevé, chaque cycle à un observateur qui avait accepté de fermer les yeux pour que d'autres puissent continuer à vivre. Le rideau tomba. Le miroir révéla tout d'un coup, non pas en images chaotiques, mais en strates ordonnées. Le village vu sous des angles simultanés, les maisons alignées comme des prolongements du château, les chapelles, les couloirs souterrains, les anciens administrateurs, les restaurateurs temporaires, tous liés par des choix répétés. Il n'y avait pas de créature centrale, l'horreur était structurelle, et puis il y a eu le rebondissement. Le miroir n'exigeait pas qu'Émile remplisse l'espace vide sur la liste. Il montrait ce qui se passait lorsque cet espace restait incomplet. Pour la première fois, le système ne cherchait pas un gardien, mais une validation. Le château avait besoin de quelqu'un qui croit que cela était encore nécessaire. Émile comprit, au moment le plus critique du dénouement, que le véritable mécanisme de retenue n'était ni les rideaux ni les rituels, ni le silence collectif. C'était la conviction qu'il n'y avait pas d'alternative. Tout ce qui précédait avait échoué parce qu'il acceptait cette prémisse. Il recula d'un pas. Il ne ferma pas les rideaux, il ne couvrit pas le miroir, il ne lança aucun avertissement, il détourna simplement le regard et resta là, conscient, refusant d'accomplir le geste attendu. Le château réagit avec une violence contenue. Les murs vibrèrent, la tour nord trembla, et un son grave, non pas un rugissement mais un crépitement, parcourut l'édifice. L'horloge s'arrêta. Pour la première fois, le temps ne s'écoula ni n'avança. Dans le village, les lumières s'allumèrent simultanément. Les fenêtres s'ouvrirent sans coordination. Le pacte tacite fut rompu non par une révélation explicite, mais par un manque d'autorité. Le système, privé de validation, perdit sa cohésion. Le miroir commença à se fissurer, non pas dans le verre, mais dans l'image qu'il reflétait. Les plans se désalignèrent. Des personnes auparavant immobiles commencèrent à sortir du cadre, comme si elles n'étaient de plus nécessaires à cette composition. Émile sentit le poids s'alléger, pas disparaître. S'alléger. Sa transformation devint alors manifeste. Là où il réagissait auparavant, il soutenait désormais le choix. Il n'endossa pas le rôle, il ne détruisit pas le château, il créa une faille stable. Le dénouement s'est achevé sans catharsis, sans victoire éclatante, mais avec un événement inédit en ce lieu, un cycle interrompu sans remplacement immédiat. Le château resta debout, mais il n'était plus complet. L'aube qui suivit l'effondrement silencieux du cycle ne révéla aucun changement dramatique immédiat. Le château demeurait debout, intact en apparence, mais quelque chose d'essentiel avait bougé. La lumière du matin inondait les fenêtres sans la moindre résistance. Certains rideaux restaient ouverts, d'autres fermés pêle-mêle, comme si la structure avait oublié l'ordre qui, jadis, la maintenait unie. Émile parcourut les couloirs une dernière fois sans ressentir l'anticipation automatique des jours précédents. Les murs ne lui signalaient plus ses pas. Les portes n'anticipaient plus ses choix. Le château était redevenu un espace, lourd, ancien, chargé de marques, mais plus un système vigilant. L'absence de cette pression était déconcertante, presque vertigineuse, comme le silence qui suit un bruit continu et qui ne devient imperceptible que lorsqu'il cesse. Dans le grand hall, le miroir demeurait fissuré. Il ne reflétait plus fidèlement les alentours et ne révélait rien de caché. Ce n'était qu'un verre altéré, incapable de contenir des récits complets. L'horloge restait arrêtée, ses aiguilles figées sur une heure qui ne se reproduirait plus. Rien ne tentait de la remettre en marche. Dans le village, les conséquences se firent sentir tout au long de la journée. Les habitants quittaient leurs maisons à des heures échelonnées. Des conversations s'engageaient au coin des rues, sans la prudence excessive d'auparavant. Certains regardaient ouvertement la colline, d'autres l'évitaient, mais il n'y avait plus de consensus. Le pacte n'avait pas été remplacé. Il avait simplement cessé d'être contraignant. Des dossiers commencèrent à réapparaître. Des archives auparavant incomplètes étaient désormais consultées sans préavis.
Il n'y eut pas de révélation spectaculaire, seulement des lacunes reconnues comme telles. L'horreur ne se manifesta pas, car elle reposait toujours sur la même logique ancienne, et cette logique avait été interrompue. Émile comprit que le monde qui l'entourait n'avait pas besoin d'un gardien actif pour continuer d'exister. Il lui suffisait d'avoir la possibilité de choisir. En n'assumant pas ce rôle, il n'avait pas libéré le château, il l'avait rendu faillible, et cela suffisait à briser le cycle. Lorsqu'il quitta la colline, personne ne l'arrêta. Il n'y eut ni adieux officiel, ni avertissement. Le château ne réagit pas à son départ. Pour la première fois, il ne remarqua rien. Sur la route, tandis qu'il s'éloignait, Émile n'éprouvait pas un soulagement total. Il ressentait une vague impression de responsabilité. Il savait que l'horreur n'avait pas été anéantie, seulement déstructurée. Il pourrait, un jour, tenter de la réorganiser. Mais désormais, cela dépendrait d'une conviction renouvelée, et non d'un héritage automatique. Le voyage ne s'était pas achevé par une rédemption totale, ni par une ruine absolue. Il s'était achevé sur quelque chose de plus instable et de plus humain. La possibilité que le silence ne soit plus imposé, mais choisi ou refusé. Des mois plus tard, le château était toujours là, visible de la route uniquement par temps clair. Aucun nouveau contrat ne fut signé, ni aucun visiteur curieux. Le village continuait son rythme irrégulier, tantôt contemplant la colline, tantôt faisant comme si elle n'existait pas. Les rideaux, désormais dépareillés, ne suivaient plus aucun motif régulier. Émile ne revint jamais. Pourtant, certaines nuits, quand le brouillard s'épaissit, quelqu'un au village jurerait voir une fenêtre rester ouverte quelques secondes de plus que d'habitude. Non pas comme une invitation, mais comme un rappel. Rien n'a été complètement fermé. Mais pour la première fois, il n'était pas complètement scellé non plus. Si cette histoire a suscité en vous un malaise, de la curiosité ou cette impression troublante que tout n'a pas besoin d'être vu pour exister, partagez vos impressions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Le château, le village ou les choix silencieux qui ont entretenu l'horreur si longtemps? Si vous pensez que certaines histoires ne s'arrêtent pas à la dernière page, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à participer à la discussion. Votre lecture fait elle aussi partie du cycle, et chaque interprétation ouvre de nouvelles perspectives. Si vous avez apprécié le style macabre et introspectif de ce récit, suivez les prochaines histoires et partagez-les avec ceux qui apprécient les mystères qui persistent longtemps après la fin. And I'm just sniffing its farts? Oh, crazy. Life underwater is crazy. Yes, nice. Crystal. Is there anything else here? We're 69 meters now! Sick. Fuck. Why? Is this fish stupid? Bloom. Boom. Okay, but I'm dying. Is there many of them down here? Hold on. Is there many of them? Oh, acid. Should I scan the plants?